Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de l'avenir en région. Pour débuter, je vous propose, ainsi qu'à mon invité, d'ôter nos masques puisque nous sommes à une distance réglementaire, en tout cas pour tout ce qui est sanitaire. Donc Monsieur Chevillon, si vous souhaitez l'enlever, n'hésitez pas. On va aujourd'hui dans cette émission essayer de se bouger et le si possible sans polluer. En 2020, sachez que plus d'un véhicule sur 10 vendu en Europe était un véhicule électrique rechargeable, soit un véhicule 100% électrique, soit un véhicule hybride à batterie. 600 000 véhicules électriques ont été vendus, la barre des 600 000 véhicules vendus a été franchie. En 2040, c'est pas pour tout de suite, mais ça approche, la vente des véhicules thermiques devrait être suspendue. Il faut donc plus que jamais se tourner vers d'autres alternatives. EDF, en tant qu'acteur incontournable de l'électricité, s'il en est, s'est saisi de cette question. On va donc en discuter aujourd'hui. En partenariat avec l'ISAT de Nevers, l'école d'ingénieurs automobiles et des transports, EDF s'engage pour la mobilité électrique. Avant de rentrer plus dans le détail et de discuter avec mes invités, je vous propose de regarder tout d'abord une courte vidéo qui va nous poser un petit peu le contexte et le décor de cette émission. A tout de suite. Bonjour, je suis Mathéo Jameron, responsable communication. J'appartiens au projet IERC, ISAT Electric Rally Car, qui se compose de 31 membres étudiants. Donc, le but de notre projet, c'est de proposer une voiture de rallye 100% électrique et 100% étudiante. Notre but est de révolutionner le rallye en proposant une solution électrique ultra performante, mais aussi la mobilité électrique en général. En effet, le sport automobile est un véritable laboratoire d'innovation pour la mobilité du grand public. Je rappelle qu'EDF est très engagé dans le développement de la mobilité électrique en France et au-delà. Nous apportons des conseils aux professionnels, également aux particuliers pour les aider dans cette transition énergétique, pour passer à la mobilité électrique. Cette démarche du groupe EDF s'inscrit dans une ambition, une stratégie beaucoup plus large qui est celle d'accompagner la transition énergétique et donc pour construire un monde bas carbone. Il était donc naturel que nous apportions notre appui aux élèves de l'association IERC et notre collaboration, elle se fait au travers d'échanges techniques, scientifiques et on leur apporte aussi notre appui en termes de communication. C'est finalement l'engagement du groupe EDF, développer ses offres de mobilité électrique. Et dès 2018, là aussi, les offres se construisent. Les propositions sont beaucoup plus accessibles pour le grand public. Et on voit de plus en plus de véhicules électriques. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à Belleville, en mars 2021, on est très fiers d'avoir à peu près une centaine de collaborateurs qui viennent se charger ou tous les jours, pour les voitures qu'il est nécessaire, ou de façon plus irrégulière pour celles qui ont plus d'autonomie, sur nos installations. Parce qu'il y a une chose dont on est très fiers à la centrale de Belleville, c'est que les kilowatts décarbonés qu'on produit tous les jours, on les met dans notre voiture. Alors tout ça éveille ma curiosité sur la mobilité électrique. Heureusement, plusieurs invités vont tout au long de cette émission répondre à mes questions pour aller un peu plus loin. Et pour commencer, dans cette première partie, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Yves Chevillon. Alors Monsieur Chevillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur action régionale d'EDF Bourgogne-Franche-Comté. J'ai tout bon ? Oui. C'est tout bon. Et dans cette première partie d'émission, j'aimerais voir avec vous... poser déjà un peu le contexte, même si on peut penser que la population a pris conscience des enjeux climatiques de notre siècle, le caractère urgent mis en lumière par le dernier rapport du GIEC doit inciter à accélérer les choses. L'énergie a bien sûr pleinement son rôle à jouer. Je vous laisse donc nous rappeler peut-être pourquoi. Alors ce rapport que vous évoquez, il n'est pas encore sorti puisqu'il sortira en 2022, mais pour autant les premiers éléments qui ont été communiqués sont indéniablement assez alarmistes. Sur les problématiques du dérèglement climatique. Je crois que le sujet de départ, le contexte, il est essentiellement là, dérèglement climatique, dont un des aspects les plus visibles auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui est dû en fait à généré par deux grandes causes, la déforestation au niveau planétaire, et puis aussi, et surtout probablement, la consommation, la combustion d'énergie fossile.
énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre et donc qui provoquent le réchauffement climatique. Donc la problématique, elle est là, d'où la décarbonation qui a été évoquée au cours du film que nous venons de voir. Il est urgent parce que c'est une course contre la montre, de réussir à décarboner nos économies. Alors comment faut-il repenser notre rapport à l'énergie ? Alors déjà, il faut avoir en tête que la consommation énergétique, c'est le moteur de tout ce qui toute notre civilisation. Hein. De la voiture à l'ordinateur, en passant par le frigo, l'électricité, la lumière, tout. Absolument. La population mondiale, entre 1800 et aujourd'hui, elle a été multipliée par 8. La consommation énergétique, elle a été multipliée par 27 dans la même période. Ah oui. En ayant en tête que plus de la moitié de la population que j'évoque ne consomme pas plus que leurs parents de 1800. Vous voyez bien que la dynamique énergétique, elle est très très importante. Et elle ne va pas s'arrêter pour autant, puisque cette moitié de population que j'évoque, qui vit dans des pays émergents, aspire très légitimement à un développement économique pour bénéficier de le même niveau de vie. Bien évidemment. Logique. Donc on voit très très évidemment qu'on n'y arrivera pas avec les solutions énergétiques qui sont celles d'aujourd'hui, les énergies carbonées, qui représentent, il faut l'avoir en tête, l'immense majorité des consommations énergétiques du monde et qui se développent d'année en année. On pourrait penser qu'on a déjà, la prise de conscience est déjà faite et que nous sommes en situation de progressive décarbonation. Ça n'est pas le cas, pas encore aujourd'hui. Donc il est urgent d'agir par rapport à ça et donc de substituer à ces énergies carbonées des solutions qui sont décarbonées, de toute nature. C'est la biomasse, c'est la géothermie et c'est aussi l'électricité, à condition qu'elle soit elle-même décarbonée, puisque l'essentiel de la production d'électricité aujourd'hui dans le monde se fait à partir de charbon. Et ça, évidemment, c'est carboné. Du coup, ce n'est pas non plus l'idéal. Alors justement, l'électricité, notamment le nucléaire, j'imagine, peuvent répondre à ces questions ? Le nucléaire fait partie de la palette des solutions qui sont envisageables. Nous sommes de ceux qui pensons qu'il y aurait beaucoup plus de risques à se passer aujourd'hui du nucléaire qu'à en continuer, voire en développer l'exploitation. Mais il faut aussi développer les autres solutions de production d'électricité décarbonée, comme l'éolien, comme le photovoltaïque, comme l'hydraulique, qui est historiquement une des premières sources d'électricité décarbonée. Il faut développer toutes ces solutions et surtout ne pas les opposer. Vous voyez, parce qu'on a parfois des débats qui sont un petit peu stériles en se disant si on remplaçait du nucléaire par de l'éolien ou du photovoltaïque. Non, il faut faire les deux et développer massivement les deux, parce que l'enjeu principal, c'est de remplacer les énergies carbonées, le charbon, le pétrole, dans une moindre mesure le gaz, parce qu'il émet un peu moins de CO2, par de l'électricité qui est décarbonée. C'est une réalité accessible, envisageable ? En tout cas, c'est un choix sans regret, parce que les travaux les plus longs à terminer, c'est ceux qu'on ne commence pas. Et donc, il faut commencer à décarboner. Et donc, pour ce faire, chaque fois qu'on va développer des solutions décarbonées et qu'on va les substituer à des solutions carbonées, on sait que dans tous les cas, on ne se trompe pas, on agit dans le bon sens. Prédire la façon dont ça va aboutir et à quel rythme on est en capacité de le faire, au plus vite, le mieux, évidemment, mais pour autant, on sait que c'est une solution sans regret, parce que de toute façon, elle va dans le bon sens. Alors, l'avenir repose bien sûr sur nous, dès aujourd'hui, sur chacun d'entre nous, mais il doit aussi interpeller les plus jeunes. Comment EDF travaille justement avec les plus jeunes? On va parler dans une deuxième partie de l'ISAT et du partenariat qu'EDF a tissé avec ses étudiants, mais d'une manière plus générale, comment EDF travaille avec les jeunes générations à justement les sensibiliser? Vous venez de dire deux mots principaux. La première étape, c'est ça, c'est la prise de conscience de ce qu'il est nécessaire de faire. Alors, une prise de conscience le plus sereine possible, mais il est important de se mobiliser, de comprendre ce qui se passe. Et notamment, nous contribuons au développement de la fresque du climat. C'est une démarche pédagogique qui consiste à mettre en regard l'ensemble des causes et des conséquences du dérèglement climatique, dans une sorte de jeu qui permet de tracer les liens entre ces différentes causes et conséquences. Parce que tout ça est très systémique. Il y a tout un tas d'interactions qui se produisent dans ce qui se passe. On n'a pas trop le temps, mais on pourrait évoquer aussi les impacts sur la biodiversité, tous ces aspects-là qui sont à prendre en compte. Et donc, l'exercice consiste à mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs, de jeunes,
et puis de leur faire construire cette fresque de l'ensemble des conséquences. L'intérêt, ce n'est pas tant la fresque auquel on aboutit, l'intérêt c'est les échanges, les prises de conscience, les discussions qui se font au cours de cet exercice. Donc on est très promoteur de cette démarche de la fresque du climat, parce qu'effectivement elle donne une bonne perspective des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et comment réagissent les jeunes? Est-ce qu'ils sont, justement, concrètement, et j'ai l'impression, en tout cas, des jeunes que je peux côtoyer, qu'il y a une prise de conscience assez forte, mais est-ce que vous le ressentez? C'est évident. Enfin, c'est très très intéressant. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs opérations de fresques, effectivement, auprès de jeunes lycéens ou de jeunes étudiants. Alors, la première étape, c'est presque le coup de poing à l'estomac, en quelque sorte. C'est le ouf. Ah, il y a tout ça, il y a tout ça. Et puis après, heureusement, la jeunesse, elle est optimiste, elle se dit, maintenant, on va se retrousser les manches, et puis on va chercher des solutions. Et le petit film qu'on vient juste de voir avec les étudiants de l'ISAT, moi je le trouve éminemment, comment dirais-je, positif, prometteur, exactement, parce que les solutions, c'est eux qui vont les développer. Il y en a déjà qui sont en cours et qu'il faut promouvoir, bien sûr, mais ils vont en trouver d'autres. Moi, je reste optimiste. Tant mieux. Monsieur Chevillon, je vous remercie pour votre temps. Je vous libère car je sais que vous avez d'autres engagements. Et puis, nous accueillerons dans un instant Monsieur Brossier, directeur de cabinet EDF Action Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que les fameux étudiants, dont certains que nous avons vus en vidéo, ces étudiants de l'ISAT. Alors, on a aussi vu Monsieur Brossier, pardon. On a aussi vu Monsieur Brossier qui va nous rejoindre dans un instant. Et donc, ces étudiants de l'ISAT, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de cette émission dédiée à la mobilité électrique de l'avenir en région. Monsieur Chevillon, merci d'être venu. Merci de votre écoute. À bientôt. Merci. Dans cette deuxième partie de l'avenir en région consacrée à la mobilité électrique, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Thierry Brossier. Bonjour Monsieur Brossier. Bonjour. Alors, vous pouvez enlever le masque, Monsieur Brossier, puisque nous sommes à une distance sanitaire de sécurité. Vous êtes directeur de cabinet à la direction de l'action régionale d'EDF Bourgogne-Franche-Comté. Et puis nous avons également avec nous deux jeunes gens, deux étudiants de l'ISAT à Nevers. J'ai le plaisir en effet d'accueillir Monsieur Loïc Fédière, chef de projet UERC. Bonjour Loïc. Bonjour. Et Aloïs Pitio, vous êtes le responsable technique du projet IERC. Bonjour Aloïs. Bonjour messieurs, donc on va parler avec vous de ce fameux projet IERC. Tout un suspense encore, je ne dévoile pas exactement de quoi il s'agit, on en parle dans un instant. Mais avant cela, ma première question est pour vous, Monsieur Brossier. La mobilité doit figurer au registre des solutions pour opérer l'indispensable transition énergétique. Mais comment expliquez-vous cet engouement pour la mobilité électrique en particulier ? Alors en fait, la mobilité électrique, oui, va participer à cette transition énergétique. Et si on remonte un petit peu en amont, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Chevillon, en parlant du changement climatique, il s'agit de s'adapter à ce changement ou de lutter contre ce changement climatique. Et au niveau de l'Europe, en fait, des décisions ont été prises pour baisser les émissions de CO2 dans le domaine des transports, qui représentent 20% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Et donc l'Europe et les États membres ont imposé aux constructeurs automobiles de baisser drastiquement les émissions de CO2 de leurs véhicules. Et on est passé par exemple de 120 grammes à 95 grammes et on voit un objectif qui est à moins de 60 grammes d'ici 2030. Donc là, c'est une rupture technologique. Et pour répondre en fait à cette obligation, eh bien, la technologie qui va bien pour le faire, c'est le moteur électrique. Donc les constructeurs se sont mis effectivement à produire de plus en plus de véhicules électriques. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les concessions automobiles, par exemple. Ou hybrides, d'ailleurs, soit tout électrique ou hybride. Et hybrides rechargeables, essentiellement aussi. Et donc, voilà, donc c'est ces véhicules-là qui vont permettre de baisser ces émissions de CO2. Et c'est pourquoi on a cet engouement, comme vous pouvez le dire, dès 2020 pour cette nouvelle technologie. Comment EDF répond à cette tendance et peut garantir l'énergie indispensable à tous ces véhicules? Parce que qui dit de plus en plus de voitures électriques dit aussi de plus en plus de besoins en électricité. Est-ce que vous assurez derrière pour la quantité? Bien sûr, on va assurer derrière pour la quantité, mais déjà, on peut rappeler un chiffre, c'est que 1 million de véhicules électriques, c'est 0,5% de la consommation électrique en France. Donc, ça va. Ça va, exactement. Alors, par contre, si on a des millions, moins en hiver. Si on a des dizaines de millions de véhicules électriques, évidemment, il y a des questions qui vont se poser. Mais enfin, en tous les cas, on voit qu'il n'y a pas particulièrement un problème de production d'électricité. Et puis, on aura aussi des économies d'énergie par ailleurs qui viendront compenser. Après, il y a un deuxième sujet, ça c'est pour l'énergie qui est consommée, mais il y a un deuxième sujet, c'est si tous les véhicules se
se branche à 19 h en même temps tout le soir, eh bien on aura ce qu'on appelle une pointe d'appel de puissance, hein, et donc là c'est un autre sujet, et ce sujet-là il est déjà anticipé par ce qu'on appelle la charge intelligente, c'est-à-dire on ne va pas mettre en charge tous les véhicules forcément en même temps, on va piloter cette charge, mais peut-être on y reviendra un petit peu plus loin dans l'interview. Alors justement c'est intéressant parce que c'est vrai que l'hiver on craint toujours ces pics. Notamment l'hiver où tout le monde rentre à la même heure chez soi, allume la lumière, à programmer le chauffage quand il est électrique aussi pour qu'il chauffe à ce moment-là. Et donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter justement de ces pics de besoins en électricité? Eh bien, écoutez, justement, ces pics, il faut les lisser, hein, donc il faut piloter ces charges. Et sur une voiture électrique, eh bien, on peut tout à fait différer la charge de son véhicule à 20h30 par exemple. On le programme dans le véhicule, on le programme aussi depuis son smartphone, hein, puisqu'on pilote son véhicule avec son smartphone. Donc ça, c'est une solution. Et puis, on aura d'autres solutions qui arriveront plus tard, qui permettront effectivement de baisser par un signal, un peu comme les ballons d'eau chaude, hein, que l'on commande à distance. On pourra baisser un peu la production ou comment dirais-je, la puissance des bornes de charge si on a un pic de production, un pic de consommation sur le réseau. Donc, c'est ce qu'on appelle le pilotage et globalement la charge intelligente. Ça fait partie de ce programme, de ce nouveau monde, de ce nouvel univers de la mobilité électrique. Alors on parlera avec nos deux étudiants d'ISAT aussi de ce nouvel univers de la mobilité électrique, mais avant de parler de votre projet, Jean-Jean, est-ce que vous avez une voiture tous les deux? Oui. Est-ce qu'elle est électrique? Non, non, pas du tout. Non. Ben, on reviendra sur ça dans un instant, justement, et sur les jeunes et l'acquisition et leur souhait de se tourner vers la mobilité électrique. Monsieur Brossier, dans le développement de la mobilité électrique, EDF est un fournisseur, bien sûr, d'électricité, d'énergie, mais est-ce que EDF s'engage autrement auprès notamment du grand public? Oui, bien sûr, EDF accompagne ce développement de la mobilité électrique. C'est bien normal, l'électricité, c'est notre métier depuis toujours. Voilà. Alors, on ne fait pas que produire l'électricité aussi, on s'intéresse à comment cette électricité elle est consommée, aux usages. Et donc là, on va conseiller nos clients sur les usages. Et sur la mobilité électrique, eh bien, on a un certain nombre d'offres, d'offres commerciales pour nos clients, notamment pour installer des bornes de charge chez eux, pour les doter d'un pass qui leur permettra donc d'accéder à différentes bornes de charge, y compris sur le domaine public. On fait ça avec une filiale qui s'appelle Easy by EDF, en tous les cas, pour les particuliers. Et puis, on a aussi des offres d'électricité verte. Alors, est-ce que cette mobilité électrique est accessible à tous les portefeuilles et notamment aux plus jeunes? Alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons économiques, mais en tout cas, nos deux étudiants n'en ont pas pour l'instant de voitures électriques. Est-ce que la mobilité électrique est donc accessible à tous les budgets? Alors, elle l'est de plus en plus, en tous les cas, et c'est bien la tendance qui va se confirmer dans les années à venir, quoi. D'ici quelques années, produire une voiture électrique coûtera moins cher que produire une voiture thermique, donc ça se retrouvera forcément pour les particuliers, enfin, et pour les entreprises, pour tous les consommateurs. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, les véhicules électriques, ils coûtent un peu plus cher à l'achat, effectivement. C'est pour ça qu'il y a des aides de l'État, hein, c'est une aide de 6 000 € depuis le 1er juillet, qui est apportée aux particuliers, ou un petit peu moins pour les entreprises. Donc, on cherche à gommer ce prix, donc à ce qu'il soit le plus proche possible. Et puis, donc, on a déjà des véhicules qui sont très accessibles. Alors, on ne va pas citer des marques, mais bon, il y a une marque, là, voilà, qui est liée un petit peu à Renault, en tout cas, qui fait des véhicules dits low cost, mais enfin, qui sont quand même de très bonne qualité. Et là, on peut avoir une voiture électrique à être déduite à 13 000 €, les batteries incluses, etc. On peut citer aussi un autre petit véhicule de chez Citroën, là, qui peut se louer. J'ai vu ça. J'aime bien quand vous ne citez pas de marque, monsieur Brossier. Oui, je suis obligé. Que voulez-vous. Moi, ça donne des repères pour ceux qui nous écoutent. Mais bon, ce petit véhicule qui s'appelle Ami, donc on va le citer comme ça, parce que je le trouve très drôle. Je l'ai essayé d'ailleurs. Il est tout à fait intéressant pour une petite circulation de proximité. En tout cas, il y a dans le commerce des solutions. Ça, c'est 19,90 € de location par mois. Donc, on a accès à un moyen de mobilité pour un coût qui est très, très faible. Et puis, on a une enquête aussi là, d'une association qui s'occupe de consommation, pas la citer non plus, hein, et qui une enquête... Mais ils sont très nombreux, des millions peut-être. C'est ça, ils sont très très nombreux. Et ils ont fait une étude encore tout à fait récente, montrant que en prenant le coût de possession, c'est-à-dire l'achat, l'entretien, le carburant, l'assurance, en prenant tout, sur 4 ans pour 10 000 km par an, une voiture électrique revient 600 € par an moins cher qu'un véhicule diesel. Alors, jeunes gens,
je me retourne vers vous. Pourquoi vous n'avez pas de voiture électrique? Est-ce que c'est une question de budget? Alors, si tu veux répondre en premier, Loïs? Oui, allez. Alors moi, oui, c'était clairement une question de budget. Le budget qui m'a été alloué pour acheter ma première voiture n'était pas suffisant pour m'acheter une voiture électrique, d'autant qu'à l'époque, les alternatives low cost qui existent maintenant n'étaient pas disponibles sur le marché. Ok. Et pour vous, Loïc? Ça revient un peu au même problème qu'à Loïs, mais surtout c'est qu'en fait mes parents m'ont donné une voiture qu'ils avaient déjà. Donc on ne dit pas non dans ces cas-là. Voilà, tout à fait. Ok. Il y a un Oui, dernier, oui, il y a un dernier champ qui est très important hein, pour les véhicules à l'accessibilité, enfin au niveau des prix, c'est le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion qui est naissant, hein, évidemment. Donc on a de plus en plus de voitures électriques d'occasion et qui sont là dans des véhicules d'une très grande fiabilité. Hein. Le moteur électrique, on ne sait pas lui donner un nombre de kilomètres. On dit 1 million de kilomètres, mais bon, on ne sait pas trop dire, hein, parce que c'est une machine très simple et très très fiable. Voilà, donc le marché de l'occasion permet aussi, avec des prix tout à fait intéressants, des véhicules de très bonne qualité, à un plus grand nombre d'accéder à cette mobilité électrique. Alors, j'ai pour ma part le sentiment que la jeune génération est particulièrement concernée par cette mobilité propre. Je vais déjà vérifier avec ces jeunes gens si j'ai raison. Est-ce que c'est le cas, messieurs? Est-ce que vous vous sentez plus concernés peut-être que justement vos parents par cette question de mobilité propre? Oui, tout à fait. On est plus impliqué aussi d'une manière plus globale dans le changement climatique et dans cet ensemble. Donc la mobilité électrique en fait partie aussi, oui, tout à fait. Enfin, pour ma part. Et pour vous, Aloïs? Pour moi aussi, je me sens plus impliqué avec la génération de mes parents du fait qu'on commence à voir les conséquences du changement climatique et que la dynamique actuelle de la société tend vers ces changements en faveur de l'écologie. Alors, Du coup, le sentiment est fondé, me semble-t-il, Monsieur Brossier. Est-ce que vous aviez, vous aussi, d'une manière plus générale, au-delà de ces deux jeunes gens qui sont particulièrement sensibilisés, et je vous dirai dans un instant pourquoi ils sont particulièrement sensibilisés au sein de l'ISAT. Enfin, si les gens savent ce qu'est l'ISAT, ils ont déjà une petite idée. Mais est-ce que vous avez le sentiment, justement, chez EDF, que les jeunes sont particulièrement attentifs à cette mobilité électrique? Alors, ils sont particulièrement attentifs, je crois, comme l'ont dit effectivement Loïc et Aloïs, au changement climatique et à ses premières conséquences que l'on peut tous vivre hein, et subir. Hein. Donc, après, je crois que c'est une démarche d'ensemble. La mobilité électrique fait partie de cette démarche d'ensemble. C'est pas la solution, en tous les cas, c'est une solution qui permet d'avoir une mobilité plus propre, plus respectueuse de l'environnement et donc qui nous permet de continuer de nous déplacer. Hein. La mobilité, c'est la liberté, hein, donc c'est quand même important de pouvoir encore se déplacer le plus librement possible, déplacer aussi les marchandises, on a besoin de manger, on a besoin etc. Donc la mobilité, c'est quand même une fonction qui est essentielle dans la société, dans le fonctionnement. Donc on a des solutions technologiques, ça c'est important, et cette sensibilité, effectivement, elle est de plus en plus large dans la population, quoi. Alors, comment intégrez-vous justement cette jeune génération sur cette question de la mobilité de demain ? Écoutez, je crois que l'intérêt d'abord, c'est on le fait au travers de communication, bien entendu, et puis aussi un certain nombre d'événements. Hein. Nous sommes membres fondateurs, par exemple, d'une association dans notre région qui s'appelle Bourgogne-Franche-Comté Mobilité Électrique, qui organise régulièrement des événements. Et donc, on ouvre les portes le plus largement possible à toute la population et aux jeunes en particulier, parce que ce sont eux qui sont concernés au premier chef, nous tous bien entendu, mais ce sont eux qui sont les professionnels de demain, ceux qui vont être dans les entreprises, ceux qui vont prendre les décisions. Donc c'est très important qu'ils intègrent tout ça dès maintenant. Alors j'ai l'impression que Loïc et Aloïs sont bien intégrés. Alors je vais lever un peu le voile quand même sur ce qu'est l'ISAT, pour ceux qui ne le sauraient pas. L'ISAT de Nevers est l'école d'ingénieurs automobiles. Voilà pourquoi ces jeunes gens sont avec nous aujourd'hui en particulier, donc, qui fait partie de l'Université de Bourgogne. Et vous travaillez tous les deux sur le projet, on l'a dit, IERC. Et concrètement, IERC, c'est le Electric Rally Car. Est-ce que vous pouvez, messieurs, nous expliquer un petit peu pourquoi l'ISAT s'est saisi de la mobilité électrique avec EDF avant de nous parler de l'IERC plus précisément? Alors, tout à fait. Au niveau de l'ISAT, donc, comme vous l'avez dit, l'Institut supérieur de l'automobile et des transports, qui est basé à Nevers, donc, cette école, c'est une école qui forme en tant que futur ingénieur pour le monde de l'automobile.
Et comme on l'a dit et que M. Brossier l'a dit avant nous, cette mobilité électrique, donc, c'est l'avenir du monde automobile. Donc c'est pour ça qu'avec l'ISAT, on travaille sur cet axe de l'électrique. Et alors concrètement, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous allez faire dans le cadre donc, du projet IERC Electric Rally Car? Car l'un de vous est chef de projet IERC et l'autre est responsable technique de ce projet. Messieurs, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, le projet ISAT Electric Rally Car, c'est la construction, d'abord la conception et la fabrication d'une voiture de rallye, donc 100% électrique et 100% étudiante. Ça s'inscrit tout simplement dans notre formation, notre cursus d'ingénieur, donc, qui est développé en 5 ans. Et donc, lors de la 3e année, on réalise donc un projet parmi l'ISAT qui en propose plusieurs projets, qui propose 6 projets, tous à vocation électrique au sein de l'ISAT. Et donc, nous, on a choisi de travailler sur ce projet IERC. Cette année, on est 31 étudiants à travailler dessus. Et donc, j'ai la charge de faire le responsable du projet, qu'on appelle chef de projet. Et donc, c'est organiser les réunions pour ce qui me concerne. Et surtout, c'est après travailler avec les entreprises, rechercher nos partenaires et donc avoir un moyen de communication, comme on a pu le voir avec M. Brossier. Et alors, vous, Aloïs, vous êtes responsable technique, grosse responsabilité aussi sur un projet de voiture de rallye électrique. Oui, exactement. Mon rôle concrètement, c'est de faire le lien entre tous les départements du projet. On compte 6 départements dans ce projet et tous vont faire des choix techniques, vont partir sur certaines voies au cours du développement de leur partie du projet. Et mon rôle va être de valider ou non les choix techniques qu'ils prennent et de coordonner tous les départements entre eux pour éviter qu'il y ait des choix qui viennent empiéter sur le développement d'un autre département. Alors, une voiture de rallye électrique, ok, super. Mais concrètement, depuis combien de temps le projet a commencé? Est-ce que vous êtes, parce que vous disiez c'est consacré aux élèves de 3e année, est-ce que vous êtes la première équipe de 31 étudiants à travailler dessus ou est-ce que c'était déjà entamé? À quelle étape on en est et quand est-ce que cette voiture elle va faire des rallyes du coup? Alors, on en est à la 3e année d'existence du projet. Ce projet a été créé donc il y a 2 ans et demi à partir d'une feuille blanche. Une équipe d'étudiants a voulu créer cette voiture électrique et aujourd'hui on en est à la fin de la phase de conception. C'est-à-dire que tous les départements ont quelque chose de viable et de fabricable. La suite du projet va être donc avec l'équipe de l'année prochaine qui va reprendre le flambeau, la fabrication du châssis, des éléments de liaison au sol et de la partie de propulsion du véhicule. Le but est de faire rouler la voiture d'ici 2 ans en compétition. D'ici 2 ans en compétition. Alors oui, effectivement, vous ne serez plus sur le projet puisque vous nous l'avez annoncé tout à l'heure, juste avant qu'on lance les caméras. Vous êtes reçus tous les deux à votre examen de fin d'année. Vous passez donc en 4e année. Félicitations, messieurs, au sein donc, de l'ISAT. Et vous allez donc passer le relais, du coup, c'est ça, à d'autres étudiants? C'est ça, et une nouvelle équipe. Ok. Quand vous avez pris le projet donc, qui a, donc l'a dit, 2 ans et demi, vous avez travaillé vous cette année dessus, est-ce qu'il était déjà matériellement visible ou est-ce que c'est vraiment cette année où vous avez pu du coup tout assembler, si j'ai bien compris, pour en faire quelque chose de constructible? Alors, quand on a repris le projet en septembre dernier, il n'y avait rien de concret, rien de physique. La conception de la plupart des pièces était bien avancée. Au niveau du châssis, on avait une bonne base sur les autres départements, que ce soit en électronique, en propulsion ou en liaison au sol. Mais c'est vraiment notre année qui a fait la transition entre la partie conception et la partie fabrication. Alors, pourquoi c'est important pour des jeunes gens tels que vous de travailler sur des projets de mobilité électrique et en particulier alors, le rallye? Je vous gâche pas que j'aurais peut-être pas pensé rallye tout de suite dans les priorités véhicules électriques, mais pourquoi c'était important? Vas-y, Aloïs. Alors, il est important pour nous de travailler sur le rallye parce que c'est une discipline qui en ce moment est un peu délaissée dans le sport automobile et qui surtout ne comporte encore pas de catégorie électrique. Il en existe dans les formules monoplace, dans les formules prototypes, mais pas en rallye. C'était donc important de créer en fait cette catégorie et
nous espérons, avec ce projet, de créer un engouement autour de la voiture de rallye électrique pour que plus de constructeurs et d'écuries s'y engagent. Alors, qu'est-ce qui vous motive tous les deux à mener ce projet ? Et aussi, juste pour revenir à ce que disait Aloïs juste avant, c'est qu'il faut savoir que le sport automobile, en règle générale, c'est souvent là où vous avez les innovations pour la voiture qu'on retrouve après sur les grandes séries. Et donc, le fait de créer une voiture de rallye électrique, certes, c'est des technologies qu'on peut développer et qu'on retrouve par la suite sur les voitures grand public. D'accord. Et alors oui, qu'est-ce qui vous motive personnellement au-delà de ça, si ce n'est bien sûr, j'imagine, un goût très prononcé pour l'automobile, sinon vous n'avez rien à faire à l'ISAT. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce projet ? En ce qui me concerne, c'est l'innovation qu'a apporté ce projet. Parce qu'il y a donc, on le verra peut-être dans les reportages après, mais c'est deux innovations majeures qui sont la batterie interchangeable, tout simplement parce que ça fait... Alors, EDF s'y engage au niveau des bornes de recharge, mais des fois quand vous êtes sur des rallyes, ça va très loin, on part dans les montagnes, ce genre de choses, dans des endroits où il y a très peu d'accès. Et donc justement c'est cette batterie qu'on peut enlever du véhicule et en remettre une nouvelle. Donc c'est quelque chose qu'on développe, qu'on essaye de développer. Et après il y a aussi la batterie immergée. Donc ça permet en fait tout simplement d'avoir des performances au niveau de la batterie et du moteur plus élevées. Donc moi, c'est ce qui m'a séduit dans ce projet quand on me l'a présenté l'an dernier, c'est cette innovation au niveau du projet. Et Aloïs, pour ce qui te concerne Pour ma part, donc, comme vous l'avez dit, c'est d'abord un goût très prononcé pour l'automobile et surtout le rallye. Et c'était aussi, ce qui m'a motivé, c'était la partie proposer quelque chose de nouveau. Dans une discipline où l'électrique n'existe pas, c'était de pouvoir arriver dans les premiers sur le marché. La partie innovante m'a beaucoup motivé aussi, puisqu'on est aussi des pionniers dans certains domaines plus autres que seulement le rallye. Et dernier point qui m'a beaucoup motivé aussi, c'était de pouvoir participer à la conception complète d'un véhicule. Alors, petite remarque, je vous félicite, hein, vous êtes corporate, hein, comme on dit, vous avez bien tous les logos et je félicite parce qu'on voit bien l'épaule de Loïc où on aperçoit bien le EDF. Si vous pouvez légèrement tourner l'épaule Loïc, l'autre, et votre épaule droite. Voilà, on voit bien. Ouais, c'est qu'il y a un petit souci avec l'image, vu que l'image est scindée au niveau de l'écran, ça rend un peu moins bien. En tout cas, bravo, jeunes gens, très corporate. Merci. Au-delà de cette voiture de rallye, qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir de la mobilité électrique ? Quelle voie vous espérez ouvrir avec cette voiture de rallye sur laquelle vous travaillez ? Avec cette voie de voiture de rallye électrique, c'est avant tout de sensibiliser les gens à l'électrique et de créer, comme l'a dit Aloïs avant, un engouement et donc de démocratiser ces technologies qu'on peut avoir. Afin donc de les rendre le plus possible accessibles au grand public. Et pour vous, Monsieur Brossier, quelle est la finalité d'un tel projet ? Écoutez, moi d'abord, EDF, nous soutenons les étudiants de l'ISAT et au-delà, et on en est ravis. Et leur tenue, bien sûr, mais surtout leur projet, et puis tout ce qu'on a pu avoir comme échange et qu'on a encore. Donc c'est une grande richesse en fait en termes d'échange. On soutient aussi l'ISAT parce que c'est une école d'ingénieurs majeure dans notre région. C'est 700 élèves et chercheurs à Nevers. Donc c'est la seule école publique en France qui forme des ingénieurs dans le domaine de l'automobile et des transports. Donc ça, pour nous, tout ça, c'est important d'être auprès de tous ces acteurs-là. L'automobile, aujourd'hui, on voit bien que l'énergie, elle est en train de changer. On va sur l'électricité. Donc tout ça, c'est bien en lien. Et je ne vous embête pas avec l'hydrogène aujourd'hui. Vous ne m'embêtez pas avec l'hydrogène, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. L'hydrogène, c'est aussi des véhicules électriques. Et il se trouve que batterie et hydrogène, ils ont l'avantage, ça tombe bien, c'est que c'est complémentaire en fait. Alors, un pour les véhicules lourds, on va dire, un autre pour les véhicules légers, et comme ça, tout le monde roule vert. Comme ça, on a des solutions, en tous les cas, on a des solutions pour baisser drastiquement les émissions de CO2 dans les transports. Mais pour en revenir juste au projet, c'est un projet innovant, comme ça a été dit en effet par nos étudiants. C'est un projet en termes de communication aussi qui est porteur d'image. Et effectivement, quand ce véhicule, il sera peut-être en ouverture au début sur les rallyes, etc., il contribuera à démocratiser la mobilité électrique, à sa manière.
Alors, les chiffres le montrent, hein, la mobilité électrique, effectivement, est déjà une réalité, tout comme l'hydrogène, vous le disiez effectivement, sur les véhicules lourds, déjà dans les ports et les aéroports, de nombreux véhicules roulent déjà à l'hydrogène aussi. Mais la mobilité électrique nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Et notamment au sein des entreprises, on voit des exemples concrets, des flottes qui se tournent vers l'électrique. Et chez EDF, on a aussi un bel exemple, c'est celui de la centrale de Belleville, qui, selon ce qu'on me dit, est plutôt bien équipée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. La centrale de Belleville-sur donc est un site de production d'électricité, bien entendu. C'est plus de 40 bornes de charge pour véhicules électriques qui sont ouvertes en fait au personnel et puis aux sociétés, en fait, au personnel, aux salariés des entreprises qui viennent travailler sur le site. Donc c'est un très bel exemple, en tous les cas, d'une offre de charge sur site ouverte au public, quoi, hein. Et alors, ce que je voudrais, c'est rebondir sur EDF et la mobilité électrique. Alors, nous avons pris... Alors, nous sommes à l'écoute et nous avons des propositions à faire pour nos clients, que ce soit particuliers, entreprises, collectivités locales, avec une autre filiale qui s'appelle Easyvia, on y reviendra peut-être après. Eh bien, on travaille aussi, on veut montrer l'exemple, hein, et c'est-à-dire que EDF a été la première entreprise en France à s'engager, donc à rendre toute sa flotte électrique d'ici 2030. C'est pratiquement 40 000 véhicules en France, en Europe et dans le monde. Et donc, on a entamé cette transition énergétique. Et puis, on va installer comme ça près de 40 000 bornes sur 2400 sites, hein, sur tous nos sites où nous sommes présents. Alors ça, pour nous, il y a deux choses là derrière ça. La première, c'est que c'est un magnifique laboratoire pour nous, puisqu'on apprend chez nous comment on pose les bornes, etc. Enfin bref, on se fait la main avec tout ça. Et puis, c'est aussi, évidemment, pour le personnel, la possibilité de conduire au quotidien des véhicules électriques et donc de pouvoir en parler derrière, devenir des ambassadeurs de ces nouvelles technologies et aussi de notre savoir-faire. Alors justement, les salariés, les fournisseurs, comment est-ce qu'ils accueillent des sites comme celui de Belleville? Eh bien, écoutez, là, on travaille avec, encore une fois, nos filiales spécialisées. On a créé même une filiale qui s'appelle Easyvia IG pour tout ce qui est infragroupe, en fait, hein, donc, qui s'occupe de tous nos sites internes pour installer les bornes, mais pas simplement parce que la borne, en fait, il faut la rendre un petit peu communicante avec le véhicule, il faut mettre un peu d'intelligence là-dedans. C'est pas juste une prise, une borne, hein, c'est pas une prise et on se branche et le problème est réglé. Non. Il faut se mettre, en fait, c'est très simple, il faut se mettre à la place de l'utilisateur. C'est-à-dire que je suis conducteur d'un véhicule électrique, j'ai besoin de me recharger. Il faut que je sache très facilement où est-ce que je peux le faire, si la borne elle est disponible, si je peux la réserver un petit peu avant d'arriver, comment je vais me brancher dessus, et puis combien ça me coûte. C'est des choses basiques. Bon, donc c'est de ça dont le client, l'utilisateur de véhicules électriques a besoin. Donc c'est là-dessus que nous, on travaille au niveau de nos offres. Hein. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la borne, on a aussi tout cet aspect-là d'interfaçage et puis de communication, quoi. Alors justement, vous parliez des tarifs. Est-ce que du coup, on a un tarif préférentiel quand on va se faire le plein à la centrale de Belleville? Écoutez, à la centrale de Belleville, que ce soit donc pour les personnes qui viennent, elles vont avoir une carte d'accès, hein, et puis en fonction du type de personne, alors on peut faire un tarif différent. Voilà. Messieurs, j'ai encore une question pour vous. Est-ce que par rapport à la mobilité électrique, on l'a vu, donc il faut attendre pour les budgets plus serrés, et notamment ceux des étudiants, il faut attendre que les occasions des véhicules électriques se multiplient. Mais est-ce que selon vous, il manque encore des choses pour que la mobilité électrique se démocratise encore plus? Vas-y, Aloïs. Hein. Ça s'appelle refiler le bébé à son copain, Loïc. Non, de ce que je connais de la mobilité électrique et des véhicules électriques, je dirais que depuis la démocratisation des véhicules électriques en France et dans le monde, il y a eu un grand pas d'effectuer. Aujourd'hui, les autonomies sont correctes, les temps de recharge commencent de l'être. C'est encore effectivement la question du budget qui va devoir encore descendre pour permettre au plus grand nombre d'acheter une voiture électrique. Et il y a encore le problème de la disponibilité des points de recharge, puisque avoir une prise qui permet de recharger à 100, 150, 200 kW, on sait faire. C'est le nombre de points de recharge en France
qui est encore assez limité, d'autant plus qu'une concurrence est en train de se mettre en place entre les superchargeurs Tesla et le réseau Ionity, par exemple. C'est, je pense, là-dessus qu'il y aurait encore un pas à faire. Une réponse de pro, merci Aloïs. Alors monsieur Thierry Brossier, dites-moi, justement quand on évoque la mobilité électrique, les gens craignent encore aussi cette difficulté de recharge, de ne pas pouvoir trouver facilement une borne ou la disponibilité. Est-ce que les choses changent à ce niveau-là aussi? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est mobilité électrique, j'ai l'habitude de dire bienvenue dans un nouveau monde. Alors c'est vrai que si on raisonne voiture électrique avec je passe dans la station et en 5 minutes je fais le plein, comme on le faisait jadis avec les voitures dans l'ancien monde, avec les voitures thermiques. Avec les voitures électriques, ce n'est pas la même chose. Mais en même temps, on se rend compte d'ailleurs que ça n'est pas forcément nécessaire de faire le plein en 5 minutes parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Et là, pour simplifier les choses, on va scinder les besoins en deux, si vous voulez, c'est-à-dire la mobilité électrique au quotidien. C'est-à-dire au quotidien, les Français font 30 km par jour. Les voitures ont entre 300 et 500 km d'autonomie. Autant dire que si on peut au pire se recharger une fois tous les 10 jours, quoi. Ou un petit peu, ou 2-3 fois dans la semaine, un peu. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin donc, de se recharger beaucoup, et on a souvent du temps, c'est-à-dire qu'on peut le mettre en charge la nuit. Et donc là, la nuit, avec une petite puissance, donc une petite borne qui ne coûte pas trop cher, eh bien, on va pouvoir recharger son véhicule et on va pouvoir satisfaire ses besoins quotidiens sans aucun problème. Donc 95% des charges se font toujours au domicile ou sur le lieu de travail. Et puis la deuxième catégorie de besoins, c'est quand je veux partir en vacances ou je veux aller loin. Et on fait dans ce cas ce qu'on appelle de l'itinérance. Et donc là, on va aller au-delà de l'autonomie du véhicule. Donc à un moment donné, il va falloir la recharger. Et là, mon besoin, moi, c'est là, j'ai envie de recharger rapidement, quoi. Je ne veux pas mettre une journée pour faire 500 km, quoi. Donc là, effectivement, on a besoin de ce qu'on appelle de charge rapide. Et cette charge rapide, aujourd'hui, comme ça a très bien été dit, elle est encore insuffisante en France. Ce problème est tout à fait connu et donc il y a des objectifs d'avoir 100 000 points de charge d'ici à la fin de cette année 2021, là. On en a 45 000 aujourd'hui, autrement dit, il faut multiplier par plus que 2. L'objectif est ambitieux, mais en tous les cas, la direction est bien donnée. Et donc l'objectif, c'est de favoriser l'installation de stations de charge rapides, alors sur les autoroutes, sur les grands axes, etc., donc où il y a effectivement des flux de circulation importants, pour répondre à ce besoin, encore une fois, d'itinérance, mais qui n'est pas un besoin quotidien, parce qu'on n'a pas besoin de faire 500 km tous les jours, quoi. D'accord. Donc il faut bien scinder les deux. Et il y a des réponses techniques qui sont apportées à l'un comme à l'autre. Voilà. Et effectivement, les coûts ne sont pas les mêmes, mais au quotidien, on n'a pas besoin forcément de dépenser énormément d'argent dans cet équipement. On va terminer cette émission avec un petit quiz consacré à la mobilité électrique. Alors, je vais tester vos connaissances, jeunes gens, sur la mobilité électrique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était avec M. Chevillon, vous n'étiez pas encore connecté, que la barre des 600 000 véhicules électriques a été dépassée on en est à peu près à 600 000 véhicules électriques en France. Jeunes gens, est-ce que vous avez une idée du nombre de véhicules qui circulent en Bourgogne-Franche-Comté, de véhicules électriques, bien sûr? Alors, de ce que j'ai pu voir sur Nevers, où je fais mes études, et où j'habite, puisque j'habite en Bourgogne-Franche-Comté, je tablerais sur autour de 10 000, 15 000 véhicules. Et vous, Loïc? À peu près à ces alentours, peut-être plus 15 000, mais moi je suis pas dans la région, je suis plus dans une région un peu plus au sud. Et on roule plus à l'électrique dans le sud? Pardon? On roule plus à l'électrique selon vous, ailleurs? Non, pas forcément, mais en tout cas du côté de Montpellier, on en croise un peu plus dans le centre-ville, ce genre de choses. Alors, sous couvert de M. Thierry Brossier, la réponse est, je crois, de l'ordre de 20 000 véhicules électriques, je crois, oui, c'est ça, région. de l'ordre de 20 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables dans notre région. Il faut savoir que chaque mois, on en rajoute pratiquement 1000. D'accord, donc 1000 véhicules électriques supplémentaires. Ça vous donne une idée de la dynamique. Alors justement, une dynamique assez forte. Est-ce que vous avez une idée, jeunes gens, du pourcentage de hausse du marché électrique au 1er juin 2021 ? Puisqu'on en rajoute 1000 par mois. Est-ce que vous avez une idée de ça peut représenter à peu près comme augmentation? Pas
trop, non, mais aux alentours des 40 ou 50%. Ça nous fait en fait 121% en moyenne d'augmentation. Par rapport à l'année d'avant. Par rapport à l'année d'avant, Oui, oui. par contre, pas par rapport au mois d'avant. Non, voilà. Par rapport à l'année d'avant. Il paraît qu'une voiture, alors là je me tourne vers vous, étudiants de l'ISAT, et vous allez avoir sans doute la réponse, puisque vous travaillez vous-même sur un véhicule électrique. On me dit qu'un véhicule électrique ne peut pas parcourir plus de 250 km. C'est peu, 250 km. Est-ce que c'est vrai, jeunes gens? Non, c'est complètement faux. Ah. Beaucoup de voitures électriques aujourd'hui proposent des autonomies qui sont supérieures à cela. Certaines atteignent même des autonomies dignes de véhicules thermiques, de l'ordre de 500-600 km. D'accord. Et la plupart des voitures électriques aujourd'hui proposent une autonomie aux alentours de 250 km au minimum, dans les cycles d'homologation qui aujourd'hui sont possibles d'atteindre en conditions réelles. C'est une excellente réponse, Aloïs, effectivement, puisque donc c'était faux, les véhicules peuvent atteindre 500 km, c'est sous couvert bien sûr de Thierry Brossier, je confirme, en conditions réelles d'utilisation, et ça peut, sachant que le trajet moyen des Français, vous le disiez tout à l'heure, c'est 30 km en moyenne par jour, et que les véhicules, certains véhicules bien connus de marques bien françaises, que je ne citerai pas, font en moyenne 300 à 350 km d'autonomie. Combien de temps faut-il pour recharger un véhicule électrique? Loïc? Et en moyenne, si c'est à mon domicile la nuit? J'avoue ne pas très bien savoir, mais je pense que de nuit à faible débit, vous avez à peu près 4-5 heures. Ok, et si c'est un gros débit sur en itinérance dont on parlait juste à l'instant avec M. Brossier, d'après vous, si on peut aller au plus vite, à combien pour recharger une voiture? En 20 minutes, une demi-heure, il me semble que ça peut être possible. Alors, M. Brossier, est-ce que vous confirmez à peu près 4-5 heures pour une nuit à domicile et 20 minutes en itinérance sur une grosse station? Voilà, alors si vous voulez, si on prend une simple prise, hein, parce que tout véhicule électrique peut se brancher sur une simple prise, comme on la a lampe. ici par exemple, comme la lampe. Voilà. Donc là, ça va être très long parce qu'effectivement, on a un faible débit. Là, on va reprendre moins de 10 km par heure, hein, c'est pour vous dire. Bon, si cette prise elle est un peu renforcée, un peu plus grosse, mais ça reste quand même une prise, on prend 20 km par heure. Donc déjà, vous voyez, on peut satisfaire avec ça ses besoins. Bon. Si on prend ce qu'on appelle une borne murale, une première borne, là, on va plutôt être à 35-40 km de l'heure. Donc ça va beaucoup plus vite. Et puis après, quand on est en itinérance, comme on disait, avec des bornes de charge rapide, là, on peut reprendre 100-150 km en 20 minutes. D'accord. Ok, donc effectivement, la bonne réponse était bien que ça dépend des bornes, mais oui, vous n'étiez pas... Du coup, pour une nuit, si ma voiture à domicile, en 4 ou 5 heures, elle est chargée à peu près? Ça dépend encore une fois du type de prise que vous avez, mais recharger complètement, il vous faudra un peu plus que 4-5 heures si on recharge complètement, les 300 km. Hein, voilà. Okay. Mais encore une fois, en journée, vous aurez consommé 30, 50, 70, même 80 km dans la journée. Alors là, même 150 km, vous les aurez retrouvés largement le lendemain, quoi. Allez, une dernière question pour vous, jeunes gens, sur ce quiz dédié à la mobilité électrique. Combien de bornes sont disponibles au grand public en Bourgogne-Franche-Comté? Bon, vous savez qu'il y en a déjà une à Belleville, mais combien y en a-t-il d'autres? En ordre d'idée, hein, je ne vous demande pas le chiffre exact. Entre 1000 et 2000, en ce qui me concerne. Aloïs, plus, moins? Plus d'un millier pour sûr. Ensuite, j'ai pas le chiffre exact en tête. Eh bien, sauf erreur de ma part, on est à peu près à 1500 bornes. Oui, c'est ça, 1500 points de charge. Alors, hein, là, juste un petit détail, mais enfin, entre une borne peut avoir 2 points de charge, c'est-à-dire 2 prises. Un point de charge, c'est une place de véhicule où je peux brancher mon véhicule. Et qui n'est pas mon domicile, quoi. Non, voilà, on parle de... des points de charge accessibles au grand public. Alors, accessibles au public, ça veut dire que les points de charge dont on parle là, ils peuvent se trouver sur le domaine public, par exemple. Ils ont été installés notamment par les collectivités locales. Et puis, ils peuvent être aussi dans des supermarchés. Hein, on en voit maintenant un petit peu partout dans les supermarchés. Donc, ce sont des points de charge accessibles au public. Effectivement, on a à peu près 1500 aujourd'hui et évidemment, le développement se poursuit. Eh bien, écoutez, merci à tous pour vos réponses. J'en profite également pour
remercier Yves Chevillon qui était avec nous en début d'émission. On y voit, je l'espère, un peu plus clair sur la réalité de la mobilité électrique aujourd'hui, en Bourgogne-Franche-Comté en particulier. Si vous voulez plus d'informations sur le projet IERC porté par Aloïs, Loïc et les étudiants de l'ISAT de Nevers, mais aussi sur l'engagement d'EDF et sur son action à la centrale de Belleville et au quotidien, sachez qu'il ne vous reste qu'à visionner quelques vidéos. Elles sont très courtes, elles font 2 minutes à peine et elles sont vraiment très, très pertinentes pour mieux comprendre le projet et la mobilité électrique d'une manière générale. Donc n'hésitez pas à les visionner après cette émission. Et puis si vous doutez encore de l'intérêt de la voiture électrique, il suffit d'apprécier tout simplement dans la rue le silence de l'une d'elles qui passe à vos côtés sans laisser derrière elle le délicieux parfum de l'essence ou du gasoil dans son sillage. Voilà, je vous félicite en tout cas, Jean-Jean, encore une fois. Merci pour votre temps. Merci Monsieur Brossier. Merci également à Monsieur Chevillon. Et puis écoutez, bientôt tous à l'électrique sans doute. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission.